Merci de votre écoute et de votre fidélité. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées hier à Washington pour rendre un dernier hommage aux deux victimes de l'attentat du musée juif de Washington, un jeune couple qui était sur le point de se marier, malheureusement assassiné de plusieurs balles dans le dos par un terroriste, on peut le dire, un tueur d'origine latino-américaine. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Vous êtes à New York. Bonjour Sébastien. Bonjour Elena, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est important de vous entendre, Sébastien. Vous êtes avec nous chaque semaine le lundi, mais on vous a évidemment contacté pour ce matin, puisque voilà, il y a eu malheureusement ce terrible attentat meurtrier. Alors on en sait plus désormais sur l'identité de l'assaillant. D'ailleurs, il a été inculpé dans la nuit, Sébastien. Oui, exactement. En fait, il s'est rendu immédiatement. Il a abattu, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, il a abattu donc ces deux jeunes, ce jeune couple de 30 ans et 26 ans. Et puis il est rentré pour se rendre et en disant voilà, j'ai commis ce meurtre. Il est apparu non armé en disant je l'ai fait au nom de Gaza pour la Palestine, etc. Donc il s'est rendu et ensuite la police a été voir, a fait une enquête chez lui pour découvrir effectivement un énorme activisme en fait, notamment sur les réseaux sociaux, très très lié donc on va dire à l'aile ultra-gauche pro-palestinienne, avec des messages qui étaient visiblement de plus en plus violents jusqu'au fameux passage à l'acte qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, ce passage à l'acte absolument effroyable. Effectivement, il publie régulièrement des messages de haine contre Israël sur les réseaux sociaux et le FBI a découvert dans son appartement d'immenses pancartes pro-palestiniennes. Alors, on peut aussi par ailleurs se poser la question, Sébastien, est-ce qu'il y a eu des failles sécuritaires justement hier matin? Comment c'est possible justement qu'un homme puisse tirer comme ça aussi librement finalement sur des innocents? Alors, il a tiré dehors, il a tiré donc à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas en fait tout sécuriser. Moi, il se trouve que je connais ce musée, j'y étais il y a 2 mois, avec ma femme, c'est un musée qui est magnifique. D'ailleurs, j'étais assez surpris par le manque de sécurité pour le coup pour rentrer dans le musée, ça c'est un autre débat, mais je pense l'événement devait être sécurisé parce que c'était un événement de l'American Jewish Committee, donc il y avait sans doute de la sécurité à l'intérieur, comme souvent dans tous les événements un petit peu juifs avec du monde, mais à l'extérieur, vous ne pouvez pas tout sécuriser, c'est là où en fait il a attendu ses futures victimes pour les abattre à bout portant. Donc vous ne pouvez pas, malheureusement Oui. c'est classique, vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque juif, c'est impossible. Et c'est ce qui a eu lieu hier. Donc malheureusement, on peut pas vraiment parler de faille, on peut parler que c'est le destin de tout juif ou perçu comme juif parce que le Yaron Lichinski n'était pas juif d'un point de vue halachique. Enfin peu importe, il a été abattu en tant que juif. Donc malheureusement, encore une fois, c'est le destin des juifs de ne pas pouvoir être protégés partout où ils sont. C'est le destin de chaque juif, c'est quand même terrible ce que vous dites Sébastien. Justement, vous vivez à New York depuis longtemps. Quel est le climat actuellement pour les juifs new-yorkais? D'ailleurs, comment vous vous sentez? Comment votre femme se sent aussi? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous craignez pour vos enfants? Malheureusement, le pire est arrivé, mais c'était un pire que je ne veux pas dire que nous avions prévu. Ça serait évidemment stupide de dire ça, mais on s'était préparé à quelque chose de ce genre, ça fait une dizaine d'années que vous avez une hausse des actes antisémites aux États-Unis, on en a parlé à cette antenne, et c'est vrai qu'il y a une explosion depuis le 7 octobre 2023, je crois que j'en ai aussi parlé à cette antenne, que voilà, ma femme qui est israélienne évite aujourd'hui de lire en hébreu dans le métro, on évite de se promener avec des drapeaux israéliens, ce qu'on pouvait faire avant le 7 octobre, notamment pour se rendre à la marche pro-israélienne, à la parade pro-israélienne, donc quelque chose a changé. Là, effectivement, on a passé un cap, c'est évidemment un cap, mais je ne peux pas dire, si vous voulez, qu'il y a une espèce d'effet de stupéfaction de ce qui s'est passé. C'est juste le pire des scénarios que nous avions envisagés qui a eu lieu, qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc c'est un état de choc, mais ça n'est pas un état de surprise. Ce n'est pas un état de surprise. Alors il y a eu beaucoup de réactions. On a entendu notamment le Premier ministre israélien directement, son ministre aussi des Affaires étrangères dire que c'était le résultat finalement de la haine d'Israël. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a vu ces manifestations de haine ces derniers mois sur les campus, dans la rue. Est-ce que c'est aussi votre analyse, Sébastien ? Oui, alors sachant qu'il ne faut pas, je pense que c'est très important et on est dans un climat qui est extrêmement compliqué, je pense qu'il ne faut pas évidemment criminaliser toute manifestation pro-palestinienne. Il ne s'agit pas de dire qu'un drapeau palestinien c'est un appel au meurtre parce qu'on entend ça aussi, je pense qu'il faut aussi faire attention. Mais il y a eu des messages inacceptables sur un certain nombre de campus. Quand on entend par exemple le fameux message « by any means necessary », c'est-à-dire par tous les moyens nécessaires, ou lorsque vous voyez le slogan « globalize the intifada », c'est-à-dire mondialiser l'intifada,
On n'est plus dans la solidarité avec les Palestiniens, on n'est plus dans l'indignation par rapport aux victimes civiles, on est dans autre chose. On est clairement dans un appel à la violence. Et c'est ce type de comportement qu'il y a dans certaines manifestations, qu'il y a eu dans certaines manifestations, qui a conduit à ça. C'est exactement ce contre quoi beaucoup de dirigeants politiques, mais même communautaires, avaient mis en garde, c'est-à-dire attention, ce type de comportement, ce type d'appel au meurtre peut finalement véritablement mener au meurtre. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est important. Oui, il y a une haine d'Israël qui s'est exprimée sur certains campus, mais c'est important dans le même temps de ne pas, de ne pas criminaliser toute manifestation pro-palestinienne, parce que ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment pouvoir dire les deux choses en même temps. Évidemment, s'élever contre tout appel au meurtre dans ces manifestations, tout en évidemment laissant aux gens la possibilité de manifester. Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux dire. C'est ce qu'a affirmé hier Éric Coquerel, notamment d'extrême gauche, le président de la commission des finances. Choquant, le CRIF, Jonathan Arfi, qui l'a accusé de cultiver l'antisémitisme. Est-ce qu'on a eu des réactions similaires aux États-Unis ? Est-ce que vous avez les mêmes aux États-Unis, Sébastien ? Alors, dans toute cette horreur qui s'est passée, je dois avouer qu'au moins il y a eu une source de consolation dans ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux de la part notamment de l'aile la plus à gauche du Parti démocrate, qui serait théoriquement équivalente à LFI, mais qui en fait est quand même beaucoup moins atteinte que LFI. Si on prend par exemple une Ilhan Omar, qui a des propos extrêmement durs sur Israël, pas uniquement contre le gouvernement israélien, mais contre Israël. Elle a eu un tweet absolument impeccable hier, qu'elle n'a pas du tout fait le rapprochement avec Gaza, elle n'a pas du tout eu le 8 mai, elle n'a pas commencé son tweet en parlant de Gaza, d'ailleurs elle n'a pas parlé de Gaza dans son tweet, elle a juste exprimé sa solidarité, sa condamnation. Donc ça, je pense que c'est à noter. Donc effectivement, ça n'est pas exactement comparable, et ça pour le coup, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, relative, mais qui souligne en creux la dépravation, j'hésite pas à le dire, la dépravation d'un certain nombre de gens de LFI et même la majorité de LFI. C'est vrai que l'intervention d'Éric Coquerel m'a profondément choqué, il se trouve que je l'ai écoutée. Elle m'a fait penser à celle de Ségolène Royal qui, lorsqu'on l'avait interrogé sur Jérôme Guedj, qui avait été sorti d'une manifestation, avait commencé juste à dire: ce qui m'indigne, ce n'est pas ce qui est arrivé à Jérôme Guedj, c'est ce qui arrive à Gaza. Comme si les deux choses étaient liées. Vous savez, en préparant cette interview, ça a été un dur effort. Vous m'avez demandé un gros effort, même vous ne m'avez pas demandé directement. Je suis allé voir les réseaux sociaux d'un certain nombre de personnes comme Mélenchon ou comme Caron. Et c'est très curieux parce que notamment Caron, qui parle de Gaza en permanence, qui parle de tout et n'importe quoi, n'a pas eu un mot pour dénoncer cet assassinat. De la même façon, Mélenchon n'a pas eu un mot. Manuel Bompard, de la même façon, pas un mot. Donc je pense que ça montre vraiment l'état aujourd'hui de LFI en France. Le Parti démocrate est certes tiraillé par une aile gauche de plus en plus anti-israélienne, mais ça ne débouche pas aujourd'hui sur l'antisémitisme qu'on peut voir chez LFI. Donc de toute façon, au moins là-dessus, il faut relativiser, ça n'est pas exactement pareil. L'aile gauche du Parti démocrate n'est pas encore LFI, heureusement. Alors, Benjamin Netanyahou s'est entretenu par ailleurs avec Donald Trump. Il a remercié pour ses efforts de lutte contre les manifestations d'antisémitisme, et on l'a vu suite à cet attentat. Alors, est-ce que c'est une conséquence de cet attentat à Washington ? L'administration Trump a décidé de retirer à Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien ? C'est un petit peu, c'est ce que je dénonce, c'est ce que j'ai déjà dénoncé à cette antenne, et c'est ce dont je viens de parler en creux un petit peu avant. C'est-à-dire que ce qui est horrible dans ce crime est assez horrible pour plein de raisons, mais c'est l'exploitation qui peut en être faite. On a parlé de LFI, mais c'est vrai que aujourd'hui, clairement, et depuis le début, il y a une exploitation de l'antisémitisme, un antisémitisme qui est bien réel, on l'a encore vu, par le gouvernement Trump pour tout mélanger. Et en l'occurrence, pour vraiment s'en prendre à Harvard, on en a aussi pas mal parlé à cette antenne, Harvard qui pour le coup est une université qui a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre l'antisémitisme après un retard à l'allumage, et puis associer les étudiants étrangers à la lutte contre l'antisémitisme, c'est faire qui est complètement ridicule et qui montre que les intentions sont bien différentes de l'antisémitisme. Ils peuvent lutter contre l'antisémitisme, je ne dis pas le contraire, mais s'en prendre à Harvard et s'en être autre chose, ça traduit vraiment une volonté de mettre à mal ces universités américaines qui dépendent beaucoup également d'un point de vue financier des étudiants étrangers, et puis également pour le rayonnement de ces universités. Donc c'est vraiment un coup bas qui est porté à Harvard et qui traduit un vrai bras de fer qui continue entre l'administration Trump et Harvard. Alors on a eu quelques coupures, mais on vous a entendu. Alors peut-être pour terminer, un dernier mot, Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui ont aussi évoqué d'autres dossiers, Gaza entre autres, la nécessité de ramener les otages. Ils se sont mis d'accord, c'est toujours le même objectif commun. Et puis l'Iran. Peut-être un mot là-dessus, Sébastien, est-ce que vous avez des infos ?
Alors, je n'étais pas dans ce coup de film. Non, je ne sais pas, plus sérieusement, je ne sais pas du tout ce qui s'est dit parce que, et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de fuite, on ne sait pas. Je pense qu'ils ont vraiment parlé essentiellement de ce sujet. Évidemment, ils en ont profité pour parler d'autres choses. Je peux pas, j'aurais pas d'informations, donc j'ai pas envie Ouais, de vous dire, de mauvaises informations. Je voudrais terminer sur une chose, si vous me permettez, bien sûr. Ivana, parce que c'est vraiment un meurtre qui est assez émouvant. Et j'ai pensé à ce jeune Yaron Lichinski, qui devait épouser donc sa fiancée, Sarah Milgram. Il se trouve que c'est un chrétien pratiquant. Il voulait épouser une juive et d'une certaine façon, il a épousé le destin tragique du peuple juif juste avant de se marier. Et je trouve que c'est assez bouleversant. Et c'est vrai que voilà, je n'ai pas d'autres infos sur Trump et Netanyahu, mais je voulais encore rendre hommage à ce jeune couple. Eh bien, merci. Merci à vous, Sébastien. Effectivement, on pense à leur famille ce matin, un terrible, terrible meurtre, et on continuera à suivre les développements. Merci infiniment, Sébastien, d'avoir été avec nous. On vous retrouve lundi matin, comme chaque lundi, à partir de 6h20 heure française, puisque Sébastien est à New York. Il reste éveillé très tard pour nous sur Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants, le journal avec Nina Alouche. À tout de suite.